Le mercato hivernal ouvre ses portes dans 1 mois et demi, et là où d'habitude ce mercato est un mercato d'ajustement, il risque d'être très important pour le Paris Saint-Germain qui va devoir absolument se renforcer pour jouer sur tous les tableaux jusqu'à la fin de saison et ainsi compenser toutes les blessures contractées dans les premiers mois de compétition. Dans cette vidéo, je vous propose de nous pencher sur 3 postes que je trouve prioritaires pour cette trêve hivernale, et pour chaque poste, j'ai préparé 3 pistes à des budgets différents que je trouve intéressantes pour le Paris Saint-Germain. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, n'oublie pas de le faire et de lâcher le petit pouce bleu. Et si vous êtes sur mobile, YouTube a mis en place un système de boost. C'est totalement gratuit, ça vous prend 2 secondes et ça aide énormément pour le référencement. Merci beaucoup à ceux qui y penseront. Pour ce qui est des pistes, j'en ai identifié 3. La première, c'est le poste de latéral droit remplaçant, et on n'a pas vraiment dans cet effectif. Alors oui, Warren Zaïre-Emery, Joao Neves peuvent dépanner au poste de latéral droit, mais je pense que quand tu as des grandes ambitions européennes comme le Paris Saint-Germain, tu es obligé d'avoir un numéro 2 qui est vraiment formé à ce poste et qui est capable d'assurer à ce poste quand Hakimi a besoin de se reposer ou est comme actuellement malheureusement blessé. Le deuxième poste, c'est celui de milieu de terrain. Alors oui, il y a du nombre et de la qualité au Paris Saint-Germain. On a les titulaires Ruiz, Vitinha, Neves. Derrière, on a du Warren Zaïre-Emery, du Mayoulou qui peut jouer à ce poste, du Kangini qui pourrait aussi reculer dans le cœur du jeu, mais je pense que ce serait pas trop d'ajouter un milieu central parce que le poste de milieu dans le football moderne, c'est quand même un poste qui est très énergivore, et en plus on a des Vitinha, des Joao Neves, des Fabian Ruiz qui sont titulaires indiscutables dans leur sélection, donc qui enchaînent tous les matchs lors de la trêve internationale, qui vont aussi avoir envie de jouer la Coupe du Monde à la fin de l'année, donc forcément en fin de saison, quand on va arriver au mois de mars-avril, c'est peut-être des joueurs qui vont vouloir se reposer en Ligue 1, recharger un peu les batteries, parce que s'ils enchaînent tous les matchs de Ligue 1, tous les matchs de Ligue des Champions, si Paris Saint-Germain va loin, avec la Coupe du Monde en ligne de mire en juin, ça risque d'être très compliqué, donc j'ai envie d'ajouter un peu de fraîcheur à ce poste-là. Et enfin, le dernier poste, c'est sur la ligne d'attaque, un offensif polyvalent. Alors je suis pas parti sur un pur ailier et je suis pas parti sur un pur numéro 9 parce que je pense que tu as des joueurs dans l'effectif qui peuvent être assignés à ces rôles-là. En pur ailier, tu as du Barcola, du Kvaratskhelia. En pur numéro 9, tu as Dembélé évidemment, quand il est fit, ou il évolue dans un poste de faux numéro 9, mais sinon tu as Gonzalo Ramos qui peut convenir à ce rôle et qui est un super sub du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, je suis parti sur des profils un peu polyvalents parce qu'on sait que Lucho, il aime bien justement ces profils malléables qui peuvent faire évoluer à plusieurs positions. Donc voilà, pas des purs numéro 9, pas des purs ailiers, mais des joueurs plutôt polyvalents et capables d'évoluer à plusieurs positions. Pour le poste de latéral droit, la première piste, c'est André Raciu, le latéral droit roumain de 27 ans du Rayo Vallecano en Liga. J'aime énormément ce joueur, et ce qui me plaît avec cette piste, c'est que je pense qu'elle est abordable. Comme vous le savez, dans le football moderne, le poste de latéral ou piston, c'est un poste absolument crucial pour la plupart des entraîneurs, ce qui fait que dès qu'un joueur est un peu bon et sort des radars, c'est un joueur qui coûte très très cher. Là où l'avantage qu'a André Raciu, c'est que normalement, je dis bien normalement parce que c'est des rumeurs et j'ai pas le contrat sous les yeux, mais normalement, il a une clause libératoire de 25 millions d'euros du côté du Rayo Vallecano, donc c'est un prix que le PSG est capable de débourser sur un mercato d'hiver. Et moi, ce que j'aime énormément avec André Raciu, c'est qu'on a affaire à un monstre physique. Comme vous le voyez sur ses datas physiques, c'est un joueur qui excelle dans quasiment toutes les statistiques physiques, et surtout j'avais vu passer une stat, alors à confirmer parce que la vitesse maximale c'est toujours compliqué à vraiment définir, mais en tout cas c'est l'un des joueurs les plus rapides d'Europe, donc c'est assez impressionnant. Donc voilà, c'est vraiment une mobilette sur le côté droit de la défense, et quand on regarde ses statistiques techniques, c'est un joueur qui est pas du tout en reste techniquement, donc c'est le parfait alliage entre physique et technique. J'ai vu le match contre le Real Madrid, le Rayo Vallecano Real Madrid, il y a 1 ou 2 semaines si je dis pas de bêtises. Face à Vinicius Junior, il a fait un très très bon match. La première mi-temps était un peu moins bonne, mais la deuxième mi-temps était vraiment excellente. Donc je pense que dans un rôle de doublon derrière Achraf Hakimi, c'est pas un joueur, il a déjà 27 ans, donc c'est pas un joueur qui est destiné à être titulaire dans un grand club, donc c'est pas un joueur qui va forcément bouder s'il joue sur le banc du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, je trouve que c'est un bon alliage entre qualité, prix, ambition. Voilà, c'est le joueur qui va pas retourner le vestiaire pour être titulaire. Je trouve que c'est une piste plutôt intéressante. Alors oui, évidemment, si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, ça va pas forcément vous faire rêver, mais dans un effectif, il faut aussi des joueurs de devoir comme ça qui vont pas forcément crever l'affiche et qui vont accepter d'avoir un second rôle dans l'effectif. Petite interlude pour vous annoncer que si vous appréciez la data, nous avons sorti notre propre plateforme de visualisation disponible à cette adresse. Vous avez accès gratuitement à absolument tout sur la Ligue 1 et quelques fonctionnalités sur les 5 grands championnats. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez différentes formules d'abonnement. C'est un gros projet pour nous, donc merci beaucoup à ceux qui donneront de la force.
La deuxième piste pour le poste de latéral droit, c'est Valentino Livramento, qu'on appelle plutôt Tino Livramento, le latéral droit anglais de 23 ans de Newcastle. Alors pour chaque poste que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de vous proposer une piste que je trouve abordable, une piste un peu plus premium et une piste pépite. Donc là, avec Livramento, on est vraiment sur la piste premium parce que c'est un joueur qui a 23 ans, qui est anglais, qui a une valeur marchande de 40 millions d'euros avec une fin de contrat en 2028 du côté de Newcastle. Donc pour les pistes premium, je suis tout à fait conscient que c'est des joueurs qui va être très compliqué d'attirer lors du mercato d'hiver. C'est plus un peu pour vous parler football et partager des pistes, mais on est d'accord qu'un joueur comme Livramento, je le vois très difficilement bouger du côté de Newcastle en plein mercato d'hiver. Mais ce que je trouve très intéressant avec ce joueur pour potentiellement peut-être l'été prochain, c'est que c'est un joueur qui a les deux pieds et qui est capable d'évoluer sur les deux côtés de la défense. Il est capable d'évoluer latéral droit, mais aussi latéral gauche. D'ailleurs, vous le voyez avec sa hitmap à l'écran, c'est un joueur voilà, qui est capable de jouer des deux côtés. Donc dans un effectif comme le Paris Saint-Germain, avoir un joueur capable de doubler Achraf Hakimi et Nuno Mendes, ce serait quand même fortement appréciable. C'est un latéral aussi qui est très tourné vers l'offensive, comme le confirme ses data. Vous voyez, il est très efficient dans tout ce qui est expected assist, mais surtout dribble et réussi et course progressive. Donc une vraie volonté d'aller vers de l'avant. Et aussi, il a des très bonnes datas physiques. Alors on n'est pas sur un joueur très rapide comme peut l'être un Ratio qu'on a vu précédemment. On est plus sur un joueur qui va pas hésiter à multiplier les courses. Et on le sait, dans le football moderne, c'est très important. Nous, on bosse avec pas mal de clubs et d'agences. Et en fait, on s'est rendu compte que maintenant, les données physiques, c'est limite devenu une religion. Et si un joueur a des datas physiques qui sont pas bonnes, c'est un joueur qui se ferme énormément de portes. C'est un truc de fou. Donc Livramento, voilà, il concilie un peu tout ça, la technique offensive, l'abattage physique, le fait qu'il puisse jouer des deux côtés. C'est un joueur qui coûte très cher parce qu'il est jeune, il a un gros potentiel évidemment dans ce poste-là. Donc voilà, sur le mercato d'hiver peut-être compliqué, mais je pense que c'est le genre de profil qu'il va falloir surveiller de très près pardon, l'été prochain, surtout selon les résultats de Newcastle en Première Ligue. Pour la piste un peu pépite, j'avais envie de vous parler de Jivero Reed, le latéral droit néerlandais de 19 ans du Feyenoord en Eredivisie. Alors là aussi, je pense que c'est le genre de joueur qui va être très compliqué d'attirer en plein hiver. Par contre, l'été prochain, retenez bien son nom parce que je ne serais pas étonné qu'il soit annoncé dans énormément de grands clubs européens parce que c'est vraiment le profil qui va intéresser la plupart des cadres européens. C'est un joueur très technique avec des très bonnes datas dans toutes les statistiques offensives, de dribble, de course progressive, comme on l'a vu avant avec Livramento. Voilà, c'est un latéral qui est capable de jouer aussi bien vers l'avant, mais aussi de défendre. Et surtout, à 19 ans, c'est un joueur qui a déjà des datas physiques absolument monstrueux. Je vous montre son radar physique dans tous les domaines. Il est quasiment au top de son championnat, qui est quand même l'Eredivisie. Donc on ne parle pas d'un tout petit championnat. Voilà, c'est un joueur qui est clairement en train de crever l'écran. Vous en avez certainement entendu parler un peu sur les réseaux parce que ça commence à citer son nom dans les plus grands clubs. Et je suis persuadé que c'est le genre de mec l'été prochain. Il y a énormément de clubs, des clubs comme le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, tous ces clubs-là. À mon avis, ça va toquer à la porte et il va pas faire très long feu au Feyenoord. Et par contre, alors actuellement, il a une valeur marchande de 20 millions d'euros, mais on parle d'un latéral droit de 19 ans. Je pense que l'été prochain, s'il y a plusieurs grands clubs qui approchent Feyenoord, à mon avis, la note va être très très salée et je vois pas dans quel monde il part en dessous de 40-50 millions d'euros parce que le profil est tellement précieux que forcément Feyenoord va pouvoir faire monter les enchères et bien se gaver. Pour le milieu de terrain, la première piste, c'est une piste un peu exotique et je sais que c'est pas forcément dans l'habitude du Paris Saint-Germain d'aller scouter au Mexique, mais en tant que fan de foot, ça me ferait kiffer que le Paris Saint-Germain, locomotive de Ligue 1, aille un peu scouter dans ces championnats. Voilà, ça me ferait plaisir. Donc j'avais envie de vous présenter Elias Montel, qui est un milieu central mexicain de 20 ans, qui évolue à Pachuca, qui a déjà quand même une valeur marchande de 5,5 millions d'euros. Donc à l'échelle du Mexique, c'est un joueur voilà, qui est dans les hautes valeurs marchandes du championnat. Et c'est surtout un joueur que j'aime beaucoup parce que c'est un joueur extrêmement technique. Je vous mets ces datas techniques à l'écran. Vous voyez que dans tout ce qui est dribble, course progressive, tout ce qui est un peu technique, c'est un joueur qui éblouit au Mexique, qui est très très bon là-dedans. C'est un international U20 mexicain, il a déjà 14 sélections en U20 mexicain. Voilà, c'est un joueur qui est promis quand même à un bel avenir. Bien évidemment, le saut Mexique-Pachuca jusqu'au Paris Saint-Germain, c'est un grand saut, on est d'accord. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, au Paris Saint-Germain, tu as quand même la chance d'avoir un milieu de terrain assez fourni, donc tu peux peut-être te permettre d'aller chercher un joueur comme ça à développer, à donner un peu de temps de jeu en Ligue 1 ou par exemple en Coupe de France pour lui permettre de s'acclimater pendant 6 mois et lui donner un rôle un peu plus important l'année prochaine si tu as peut-être un départ d'un Fabien Ruiz ou de je sais pas quoi. Voilà, c'est le genre de profil que j'aime bien. J'y crois, très honnêtement, j'y crois pas du tout au Paris Saint-Germain qui va chercher Montiel à Pachuca. Hein. Mais voilà, ce genre de vidéo, c'est aussi pour parler un peu scouting, faire découvrir des joueurs. C'est ça que j'aime bien.
bien, donc j'avais envie de vous parler un peu de Montiel dans cette vidéo. Ma deuxième piste au milieu de terrain, et là on est sur la piste premium, c'est Carlos Baleba, le milieu de terrain camerounais de 21 ans de Brighton, que vous connaissez déjà très certainement. Et il y a beaucoup de choses à dire sur Carlos Baleba. La première, si je le présente, c'est un joueur que j'aime énormément, Carlos Baleba. Depuis Lille, il a énormément évolué, et en Première Ligue, il s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Première Ligue, si bien que l'été dernier, ça parlait notamment d'un transfert du côté de Manchester United, mais qui finalement ne s'est pas fait. J'en parle du côté du Paris Saint-Germain parce que j'aimerais beaucoup le voir revenir en France. Et là où je disais qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur Carlos Baleba, c'est qu'il est dans une saison quand même un peu compliquée, un peu à l'image de Brighton, qui a quand même du mal. Si on regarde ses datas techniques sur la saison, c'est clairement pas incroyable. Alors vous voyez qu'il est très présent défensivement, là où Montiel avant était vraiment un créateur et un vrai joueur technique. Là, Baleba, on est plus sur un milieu récupérateur box-to-box, qui a quand même des vraies qualités défensives et qui est capable de se projeter. Donc c'est aussi le genre de profil qui manque un peu au Paris Saint-Germain. On a un Warren Zaïre-Emery qui est vraiment très très physique et qui peut évoluer dans un poste de box-to-box, mais dans un rôle vraiment de joueur confirmé, ça manque un peu de ce profil-là. Donc Baleba, j'aime beaucoup. Au niveau physique, là pour le coup, on est vraiment sur un joueur qui physiquement est apte à jouer au Paris Saint-Germain parce que c'est un joueur qui est déjà très bon en Première Ligue, le championnat peut-être le plus intense au monde. Donc voilà, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas d'alerte, physiquement ça va le faire. Mais comme je le disais, il y a peut-être un truc qui me dérange avec Baleba, c'est qu'il est un peu dans le creux de la vague. Alors, c'est aussi l'avantage, c'est que quand tu vas chercher un joueur qui est un peu dans le creux de la vague, tu le payes peut-être un peu moins cher que quand le joueur est en train de briller et en train de tout exploser. Et pour ça, je vous ai mis ces datas de comparaison entre cette saison en bleu et la saison dernière en blanc. Et vous voyez que ces datas de la saison dernière sont quasiment meilleures dans tous les domaines du jeu, à part un peu défensivement. Donc voilà, on est sur un joueur qui a un peu plus de mal cette saison. Peut-être aussi, on le sait maintenant dans le football moderne, quand un joueur est annoncé dans un grand club et que le transfert se fait pas, en général, il y a toujours 2-3 mois de digestion et d'acceptation du transfert raté. Donc voilà, je pense pas que Baleba bouge cet hiver parce qu'il est trop important pour Brighton et Brighton n'a pas forcément besoin de le vendre dans l'immédiat. Mais l'été prochain, je pense que c'est un joueur qui va très certainement vouloir partir, surtout de Brighton. Je pense que ça va être compliqué encore d'aller chercher une compétition européenne en Première Ligue. Donc voilà, profil à suivre sur l'été prochain, et moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, et je suis persuadé qu'il va rejoindre un plus grand club que Brighton l'été prochain. Pour la dernière piste au milieu de terrain, et la piste un peu pépite, j'étais bien évidemment obligé de citer Ayoub Boadi, le milieu central de 18 ans du LOSC. Alors je sais les Parisiens que vous êtes un peu traumatisés du transfert de Chevalier en provenance du LOSC en ce moment, mais bon, si vous suivez un peu la Ligue 1 et que vous avez regardé des matchs du LOSC, je pense que vous serez tous d'accord pour dire qu'un mec comme Ayoub Boadi, ce serait excellent qu'il termine au Paris Saint-Germain. Voilà, comme à une époque un peu où le Bayern siphonnait beaucoup de talents allemands de la Bundesliga, le Paris Saint-Germain, je sens qu'il y a aussi une volonté d'essayer de rapatrier le plus de pépites françaises qui exposent en Ligue 1 avant qu'elles rejoignent la Première Ligue et qu'elles deviennent absolument inaccessibles en termes de valeur et de salaire. Ayoub Boadi, bien évidemment, ce serait excellent qu'il atterrisse au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a que 18 ans, mais qui a déjà énormément d'expérience, que ce soit à l'international en U21, mais aussi en Europe avec Lille, en Ligue 1, il a déjà énormément de temps de jeu, énormément de matchs, donc c'est quand même bien quand tu es un club comme Paris Saint-Germain de récupérer un joueur de 18 ans, mais qui a déjà énormément d'expérience, et surtout dans le milieu du Paris Saint-Germain, c'est un joueur à l'abattage physique, enfin vous le voyez sur le terrain, de toute façon, si vous l'avez déjà vu jouer à Ayoub Boadi, c'est pas forcément le joueur le plus technique du monde, c'est pas un joueur, quand tu le vois jouer, t'es impressionné, tu te dis, waouh, lui c'est un futur crack mondial, mais par contre, quand tu regardes un peu plus en profondeur et que tu fais vraiment attention à ce qu'il fait sur le terrain, l'abattage physique, il est absolument monstrueux. Je vous montre ses datas en Ligue 1 cette saison. Enfin, pour un joueur de 18 ans, c'est stratosphérique. Il y a très peu de joueurs de cet âge-là qui arrivent à avoir des datas physiques complètes dans absolument tous les domaines. Et techniquement, il n'est pas non plus en reste. Alors, vous allez voir dans les, dans les statistiques de passe, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas forcément le meilleur passeur du monde, mais voilà, c'est vraiment l'archétype du milieu box-to-box moderne pour moi, qui est capable de défendre, qui peut abattre énormément de distance sur le terrain, qui est aussi capable d'éliminer son vis-à-vis en un contre un. Voilà, c'est un milieu un peu complet, c'est pas celui qui va forcément débloquer des situations par la passe, mais bon, si tu arrives à lui associer un 8-10 vraiment créateur, c'est le genre de joueur qui a quand même un avenir très très intéressant parce qu'il coche toutes les cases du milieu qui convient au football moderne. Donc j'ai très très hâte de voir l'avenir d'Ayoub Boadi, et je ne serais pas étonné que l'été prochain, le Paris Saint-Germain vienne toquer à la porte du LOSC, surtout quand on connaît les difficultés financières du football français. Si le Paris Saint-Germain vient avec un beau chèque, il sera clairement difficile
difficile pour Olivier Le Temps et le LOSC de garder plus longtemps Ayoub Boadi au club. On passe maintenant au poste d'offensif polyvalent. Alors très honnêtement, c'est le poste où j'ai eu de plus de mal à trouver des noms. Déjà parce que c'est des postes où forcément les joueurs coûtent déjà très très cher. Et en plus, un poste d'offensif polyvalent de joueurs capables de jouer sur l'aile, en faux numéro 9, en numéro 9, c'est quand même pas facile à trouver dans le football moderne. Le premier nom que j'ai coché, c'est bien évidemment le nom d'Ademola Lookman, l'attaquant nigérian de 28 ans qui évolue à l'Atalanta Bergame. Je pense que tout le monde le connaît, hein, je pense que vous le découvrez pas dans cette vidéo. Il y a des problèmes avec Lookman, hein. Alors, c'est évidemment un joueur techniquement qui coche toutes les cases pour rejoindre le Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui est capable d'évoluer sur l'aile, mais aussi dans un rôle de deuxième attaquant, faux numéro 9. Si on prend vraiment uniquement la fiche d'identité du joueur, je pense que c'est un joueur qui colle parfaitement à ce que demande Luis Enrique à ses attaquants. Techniquement, si vous l'avez déjà joué avec l'Atalanta, ça crève l'écran que c'est un joueur qui techniquement est supérieur à la moyenne, hein. Vous voyez ses datas en Serie A. Alors, il a très peu de minutes jouées cette saison, donc ça va prendre un peu avec des pincettes. Mais tout ce qui est duel offensif, dribble, course progressive, passe vers la surface, c'est un joueur qui est performant là-dedans, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a deux trucs qui me chiffonnent un peu peut-être avec Lookman et qui font que le Paris Saint-Germain va peut-être pas se pencher sur lui. La première chose, c'est que physiquement, c'est quand même très compliqué. C'est un joueur qui court pas beaucoup, encore plus cette saison où il n'a pas eu de préparation due à son imbroglio où il voulait partir de l'Atalanta, mais finalement l'Inter n'a jamais bougé. Donc il est resté un peu par défaut à l'Atalanta. Donc physiquement, c'est très compliqué. Vous voyez ses datas physiques à l'écran. On n'est clairement pas sur les, sur les graphiques qu'on a vus auparavant avec du Ayoub Boadi, André Raciou, etc. Là, on est vraiment sur un joueur qui traîne la patte sur le terrain. Et surtout, la deuxième alerte, c'est que cette saison, c'est quand même très compliqué pour Lookman. Alors, Juric a été viré de l'Atalanta récemment, remplacé par Palladino. Mais voilà, Lookman, comme Baleba, je vous ai mis sa comparaison de statistiques en bleu cette saison et en blanc la saison dernière. Vous voyez que la saison dernière, il était plus performant dans quasiment toutes les statistiques. Et c'est pas étonnant, c'est un joueur voilà, qui est un peu à la peine en ce début de saison. Ça parle d'un départ cet hiver avec pas mal de clubs intéressés, c'est pas choquant. Je sais pas combien peut en demander l'Atalanta parce qu'il a une valeur marchande de 40 millions d'euros, mais je vois personne se positionner à 40 millions d'euros en plein hiver sur un Lookman qui est un peu en froid avec son club et qui a du mal à tourner. Donc si tu peux arriver à le négocier autour de 20, aller entre 20 et 30 millions d'euros, je pense que c'est une recrue qui peut être intéressante, mais il y a quand même des bémols. Voilà, je pense que faut évaluer toutes les possibilités. Comme je l'ai dit, le nombre de pistes est aussi assez faible, donc si tu veux vraiment te renforcer dans ce domaine, tu vas être obligé de prendre un peu un risque avec un joueur comme Lookman, selon moi. La deuxième piste, et là on est sur quelque chose de beaucoup plus premium, qui aura beaucoup de mal à bouger cet hiver, c'est Antoine Semenyo, l'attaquant ghanéen de 25 ans de Bournemouth, qui réalise une très bonne saison en Première Ligue, qui a déjà 12 matchs joués, toutes compétitions confondues, 6 buts, 3 passes décisives, pardon. Donc voilà, un joueur qui est en train de crever l'écran en Première Ligue, ça parle de lui, forcément dans les plus grands clubs anglais, hein, parce que quand un joueur explose à Bournemouth, immédiatement, tu as des clubs comme Chelsea, Liverpool, City qui vont se positionner dessus. Je pense que ça peut être un profil intéressant pour le Paris Saint-Germain. Bien évidemment, ça risque d'être très cher. Il a déjà une valeur marchande de 55 millions d'euros et les grands clubs anglais risquent de faire monter la sauce et monter les enchères. Donc voilà, ça peut rapidement être compliqué financièrement pour le Paris Saint-Germain, mais c'est bien évidemment un joueur qui va être à scruter l'été prochain et qui va partir de Bournemouth. Je pense qu'il n'y a absolument plus de surprise là-dessus. Mais attention quand même avec Semenyo. Voilà, ce genre de vidéo, c'est aussi l'occasion de parler de pistes, mais c'est aussi l'occasion d'évoquer les points négatifs et de prendre un peu de recul par rapport à ces pistes. Attention à Semenyo parce que comme vous voyez par rapport à ses datas techniques, c'est un joueur qui marque beaucoup, mais c'est un joueur qui techniquement réalise pas des stats absolument monstrueuses. Alors quand on le voit jouer sur le terrain, c'est impressionnant, surtout que physiquement c'est quand même un joueur qui envoie, mais voilà, techniquement on n'est pas sur un joueur qui explose tout en termes de data technique, on est sur un joueur qui est surtout très efficace devant le but. Donc si il est transféré pour, je sais pas, imaginons 80 millions d'euros au Paris Saint-Germain, à Liverpool ou n'importe où, est-ce que c'est un joueur qui est capable d'encaisser un très gros transfert alors qu'il a déjà 25 ans? On parle pas d'un joueur de 21 ans, hein. On parle d'un joueur qui est quand même qui va pas tarder à atteindre son prime. Est-ce qu'il est capable d'encaisser un tel transfert et d'être efficace dans un grand club? C'est une question que je me pose. En tout cas, physiquement, on est sur l'archétype de joueur qui va pas faire énormément d'efforts. C'est un joueur qui va énormément se concentrer sur, vous le voyez, hein, sa vitesse maximale qui est très haute en Première Ligue. C'est un joueur qui va se concentrer sur l'objectif de faire mal à son vis-à-vis, de répéter les courses à haute intensité et les sprints pour faire mal en 1 contre 1, essayer de créer de déséquilibre et essayer de faire mal à la défense adverse. On n'est pas sur un ailier défensif qui va faire beaucoup de courses pour presser. Donc est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi refroidir le Paris Saint-Germain et Luis Enrique? Je sais pas trop.
trop. Mais vu que les pistes étaient très difficiles à trouver, je me suis dit, on va parler de Semenyo. Ça permettra aussi un peu de pondérer et de parler des points positifs et points négatifs du joueur. Et enfin, la dernière piste pour le poste d'offensif polyvalent, je pense que c'est la piste qui me plaît le plus, c'est Saïd Elmala, l'ailier gauche qui est capable d'évoluer aussi en pointe et dans l'axe du jeu de 19 ans, qui évolue à Cologne en Bundesliga, qui a déjà une valeur marchande de 18 millions d'euros. Et si vous êtes parisien, vous avez peut-être entendu parler de lui parce que je crois qu'il y a eu une rumeur qui a eu lieu il y a un mois, en parlant de Saïd Elmala potentiellement au Paris Saint-Germain. Et en vrai, ça m'étonne pas du tout parce que c'est un joueur qui est en train de tout exploser à Cologne, qui est en train de vraiment d'attirer les yeux des plus grands clubs autour de lui, notamment les clubs allemands, des clubs comme Dortmund, le Bayern sont en train de suivre sa saison. Il a un gros avantage, c'est que c'est un joueur polyvalent, il a les deux pieds, il est capable de jouer à gauche, il est aussi capable de jouer dans l'axe dans un rôle de faux numéro 9 ou voire même potentiellement de numéro 10. Et comme vous allez le voir à ses data techniques, c'est surtout un joueur qui est très 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 technique. Voilà, c'est un joueur dans tout ce qui est duel offensif, dribble, réussi, course progressive, c'est un joueur qui excelle là-dedans, c'est un joueur qui a une vraie patte. Voilà, quand tu allumes la télévision, je pense que tu as envie de voir évoluer ce genre de joueur. Donc au Paris Saint-Germain, j'y crois beaucoup. Maintenant, cet hiver, pareil, c'est le genre de joueur qui a plus tendance à bouger lors de l'été avec tous les grands clubs qui s'activent un peu et Cologne qui risque d'encaisser un très gros chèque. Au niveau des datas physiques, comme vous le voyez, c'est un joueur qui est technique, mais celui qui est aussi capable d'aller vite et de multiplier les sprints. Ça, c'est plutôt cool parce que du coup, c'est pour ça qu'il est capable d'évoluer sur l'aile. C'est que c'est un joueur qui est techniquement supérieur, mais qui est aussi capable de faire la différence en un contre un, physiquement parlant. Donc voilà, c'est un joueur très complet, un joueur qui est encore très jeune et qui peut énormément progresser. Et on le sait, Luis Enrique, au Paris Saint-Germain, depuis son arrivée, il a quand même une faculté à tirer la quintessence des joueurs. On a des mecs comme Vitinha, Dembélé, même Joao Neves, des joueurs qui sont absolument en train d'exploser sous les ordres de Luis Enrique. Voilà, on lui donne un joueur et lui, il est capable de le modeler et de lui faire exploiter tout son potentiel. Donc si on met un Saïd Al-Mala qui propose énormément et qui a l'air d'avoir un talent vraiment supérieur à la moyenne dans les mains d'un Luis Enrique, je pense que ça peut faire très très mal et qu'on peut avoir l'un des meilleurs offensifs dans les années à venir. Donc j'aimerais beaucoup voir ça. Est-ce que ça va se faire? Ça, ce sera plus compliqué. Mais en tout cas, si vous aimez beaucoup le foot et que vous aimez suivre les autres championnats que la Ligue 1, regardez un peu Saïd Al-Mela du côté de Cologne et vous verrez que je pense que vous serez surpris et que vous découvrirez un vrai joueur de ballon que vous serez content de voir jouer. On arrive à la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi. En commentaire, n'hésitez pas à me dire quelle piste vous trouvez plus intéressante que les autres. N'hésitez pas aussi à me donner des pistes. Voilà, dans les commentaires, j'essaie vraiment d'échanger avec tout le monde, de répondre à tout le monde, donc n'hésitez pas. Je trouve que c'est un espace d'échange qui est très intéressant sur YouTube. Il y a pas mal de commentaires constructifs et c'est toujours cool d'échanger avec vous, donc n'hésitez vraiment pas. Voilà, c'était plus une vidéo scouting pour discuter de quelques profils un peu hype, faire découvrir un ou deux joueurs, revenir aussi sur des profils qui sont pas mal sous les radars et sous la lumière en ce moment, mais aussi évoquer les points forts et les points faibles. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe.